par terre. Ce sont les ivrognes, hein, alcooliques. Et à part de ça, les fleurs d'osmanthus, ça sert à parfumer un thé dans la région. Hein, ça s'appelle le thé à l'osmanthus. Je crois que vous connaissez le thé au jasmin. Hein, mais une autre spécialité de Quilin, c'est le thé vert au l'osmanthus. Hein, vous rencontrez le thé, vous buvez dans la bouche et tout de suite un arôme entre dans la narine, dans le nez. Et ça va carter une demi-heure après avoir bu. Hein? Ça c'est le thé à l'osmanthus. Ce sont les spécialités de la région, hein, et préparées avec les fleurs d'osmanthus. Donc, mesdames, messieurs, la ville de Quilin, hein, vous trouverez la belle forêt d'osmanthus. Vous trouvez, il y a des rues, ça s'appelle la rue de l'osmanthus. Vous avez aussi le restaurant, ça s'appelle Osmanthus. Ce soir, vous allez dormir dans un hôtel Osmanthus. Hein? Oui. Dans un lit de fleurs, ce sera encore mieux. Ah oui, voilà. Ça c'est la ville de Quilin, hein? G-U-I-L-I-N. Hein? On prononce Quilin, hein? Qui se trouve au sud-ouest de la Chine. Hein? Vous avez descendu du nord de la Chine jusqu'ici et vous n'êtes plus loin du Vietnam. Ici, vous êtes arrivé dans une province qui s'appelle Guangxi, G-U-A-N-G-X-I, Guangxi. Hein? Et le Guangxi, nous possédons la frontière avec le Vietnam, environ 1200 km. Hein? Et là devant, il y a l'autoroute de Quilin jusqu'à Hanoi. Hein? Jusqu'au Vietnam, il y a environ 600 km. Hein? 600 km. Donc ici, c'est la province Guangxi, hein? Avec beaucoup de montagnes. Un peu comme le nord du Vietnam. Hein? Et beaucoup de montagnes. Et c'est une région montagneuse. Mais ici, les montagnes sont petites, sont rondes, sont pas très hauts. Hein? Mais quand on s'approche de la ville de Quilin, un relief va complètement changer. Ah, vous allez rencontrer, vous allez voir un relief magnifique qui est constitué des rochers de calcaire. De calcaire. Hein? Ce sont des calcaires, hein, qui est l'origine dans un plateau de calcaire qui est inondé dans le fond de la mer. Hein? C'est pas au nord du Vietnam, sur la mer, il y a la baie d'Along. Ah, aussi, c'est le calcaire qui n'est pas encore émergé à la surface de l'eau. Hein? Voilà. Et Quilin est 250 millions d'années avant ce plateau inondé dans le fond de mer avec une épaisseur de 3 à 400 mètres. Ce sont des calcaires purs, solubles et de bonne qualité. Mais quand il y avait que la compression de la mer, ce plateau de calcaire, il était stable et constant dans le fond de la mer. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas non plus d'érosion sur le plateau de calcaire. Hein? Donc à l'époque, il est relativement stable dans la mer. C'était 150 millions d'années avant, il arrivait les tremblements de terre, et ce plateau de calcaire, il se levait, finalement s'est démergé jusqu'à la mer, et à une altitude de 150 mètres. Une partie de ce plateau, il se levait, montait, mais il y a l'autre côté, il s'est couché et tombé. Hein.
C'est pour ça, comme une grosse galette, il a été déchiré et tranché en petits morceaux. Et d'ailleurs, avec un temps très pluvieux, chaud, humide, quand les eaux tombaient par terre, pénétraient dans les fissures ou bien coulaient à l'intérieur des grottes, des calcaires solubles. Quand il y a une humidité ou bien les eaux coulantes contenant des gaz carboniques, ils sont facilement être dissous par les gaz carboniques. Après les réactions chimiques, les carbonates, des acides carboniques, des cristals, il y a aussi des quartz. Ils se sont refroidis. Petit à petit, en haut des grottes, il se forment des stalactites. Et au contraire, en bas, les stalagmites montent petit à petit. Mais pour la formation des stalactites, parce que des couches de carbonates, ils s'accumulent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc au milieu d'un stalactite, on voit souvent, il y a encore creux avec un petit trou. Mais les stalagmites, c'est au contraire, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc dans les montagnes de Quilin, on peut trouver plein de grottes. Dedans est creusé des stalactites, des stalagmites, des colonnes, des jolies draperies. Et ça, c'est à cause des résultats des érosions par l'eau sur le calcaire. Donc on peut dire que chaque montagne, on peut trouver sa grotte. Quelquefois, une seule grotte peut percer une vingtaine, trentaine de montagnes, avec une longueur de 15 km, parfois avec 20 km. Dedans, il y a beaucoup de stalactites, stalagmites. Je crois que aussi, des eaux, ils continuent à laver, rincer les calcaires à l'extérieur. Quand les couches à l'extérieur, ils sont lavés et érodés par les eaux coulantes. Donc les montagnes, ils sont érodés avec une forme bizarre et séduisante. Et cette détendue de calcaire s'étend de Quilin jusqu'à Yangshuo, occupe une superficie de 2000 km². Les poètes, avec leur imagination, ils donnent un nom poétique à chaque rocher, chaque colline. La colline en trompe de l'éléphant, la colline des couleurs accumulées, la colline du dracon retraité, la colline percée, la colline des vagues empiquées, surtout sur la rivière Li. Avec nos imaginations, nous trouverons la colline à la chauve-souris, la colline à l'escargot, la colline aux 9 chevaux, la colline à la maman porter son enfant sur le dos. Et chaque colline a son nom. Et l'emblème de la ville de Quilin, nous avons la colline en trompe de l'éléphant. Mais en France, il y a une ville qui s'appelle Étrota, il y a aussi une falaise en trompe de l'éléphant. Les deux éléphants sont jumelés. Le maire, il est venu ici. L'éléphant, oui. Alors, donc, quand on s'approche, voilà, on verra, voilà, on voit là-bas, à partir de maintenant, un relief avec les montagnes, tout escarpé,
séduisants avec des formes bizarres. Ce sont les résultats de l'érosion sur le calcaire. Hein, sur le calcaire. Voilà. Donc, avec ce relief fantastique, depuis des millénaires, à partir du 7e siècle de notre ère, beaucoup de poètes, des peintres, ils sont arrivés. Ah. Ils ont décrit, chanté des paysages de Quilin, la rivière Lee, sinueuse comme une ceinture en soie verte, attachée à la terre. Et sur terre, tressées ces montagnes, semblables aux épingles à cheveux en jatte bleue. Ah. L'eau couleur d'émeraude, les montagnes, les épingles à cheveux en jatte bleue. Ah. Avec l'étrangeté de ces grottes, limpidité de ces eaux, ah. Beauté séduisante de ces rochers, majesté de ces pitons, s'étend de Quilin jusqu'à Yangshuo, et sur le côté des rizières, hein, avec une sérénité pastorale, avec une vie immuable des pêcheurs au cormoran. Hein. Ça, c'est toujours un endroit demeuré des poètes et des peintres. Hein. Donc, Quilin, c'est une petite ville en Chine. Ah, sa population est de 700 000 habitants. 700 000 habitants, c'est en Chine et c'est petit. Ah, c'est négligeable au niveau de sa population. Ah, mais dans l'histoire, hein, dans le tourisme, Quilin occupe une grande réputation. Ah, il y a presque 30 millions de touristes qui visitent, voyagent à Quilin. Quand les enfants ils partent à l'école, ils ouvrent la première page et ils voient tout de suite sur le livre les paysages de Quilin. Ça fait un rêve de l'enfance pour les Chinois de voir Quilin. Et aussi, tout le monde connaît les poèmes des grands poètes, hein, de la dynastie des Tang. Hein. Il y a un reporter qui s'appelle Nicolas Hulot. Il est venu à Quilin 20 ans avant. Hein. Il a fait aussi son reportage avec les paysages de Quilin, avec les pêcheurs au cormoran. Hein. Je crois que si vous avez vu parfois, hein, chez vous, ou bien sur le billet de 20 yuan, tous les jours vous dépensez de l'argent. Sur le revers de billet de 20 yuan, hein, il y a les paysages de Quilin, hein, qu'on va le voir demain. Hein. Donc Quilin, voilà, ici, il occupe une grande place sur le tourisme. Hein. Voilà, vous avez le billet de 20 yuan. Hein. Il y a un pêcheur au milieu de la rivière. Devant, c'est notre pimonier mort. Hein. Et toujours, sur tous les billets, il y a sa photo. Mais derrière, hein, et là, ça, ce sont les paysages de Quilin. Hein. Et on va essayer de trouver le même pêcheur. Peut-être il est là, peut-être non. Hein. Le pêcheur au cormoran. Hein. Et voilà, ça c'est le séjour qu'on va passer les 2 jours à Quilin, physiquement, mentalement. Les 2 jours sont tranquilles, hein, sont reposants. Hein, sont reposants. Serait inspiré par les paysages, par la nature, par la campagne, hein, de Quilin. Voilà. Comme d'autres villes, Quilin aussi en construction. Hein. On construit beaucoup de bâtiments, des immeubles. Les jeunes, ils ont besoin d'un appartement. Hein.
Et vous êtes arrivé dans une région montagneuse avec un climat humide, tempéré et parfois c'est pluvieux. Et on n'est pas loin du Vietnam, dans le sud-ouest, et à côté de la mer de Chine méridionale. Et à 90 km au nord de Quy Linh, il y a une grande chaîne de montagnes. On les appelle les 5 montagnes, parce que la montagne, la chaîne, c'est composé en 5 branches de montagnes. Et le sommet le plus haut, ça monte vers 2300 mètres. Et longue de 1200 km et large de 350 km. C'est la ligne de partage des eaux des 2 bassins de 2 grands fleuves en Chine. L'autre côté, il y a le fleuve bleu. Et la région de Quy Linh, c'est comme situé assis dans un fauteuil qui est fermé par les montagnes. Alors, et avec ce genre, ce type de géographie, chaque année, le début de printemps, montée de la mer de Chine méridionale, montée de la baie d'Along, du vent chaud accompagné des humidités. Quand ils arrivent dans la région de Quy Linh, les humidités essaient de grimper sur monter les 5 montagnes au nord de Quy Linh. Mais quand ils sont arrivés là, ils sont déjà très faibles. Ils ne peuvent plus franchir ces 5 montagnes qui est si large, si long, si haut. Ils font demi-tour, ils reviennent et retombent dans la cuvette de Quy Linh. Alors donc, on marque toujours des grosses humidités dans la région, dans les montagnes, dans la ville. Chaque année, le mois de mars, d'avril, mai et le juin, c'est la saison la plus humide. Le pourcentage, et c'est toujours maintien aux 80 et 90%. Dans l'air, on sent l'humidité. Et c'est pour ça que, avec les humidités, c'est bien favorable pour beaucoup de cultures dans notre région. Alors d'abord, la plus grande culture, ce sont des rizières. Ce sont des riz. Demain, on va voir aussi beaucoup de rizières. Des belles rizières avec l'eau, avec les buffles. Les gens travaillent dans les rizières. Et nous faisons 2 fois par an. Le mois de juillet, le mois d'octobre, il y a 2 récoltes de par an. Donc chez nous, dans la cuisine de Quy Linh, on va manger beaucoup de riz. Ce midi, on va manger du riz. D'accord? Ce soir, du riz. Nous n'avons que du riz. Pas de ravioli, pas de nouilles. Et chez les habitants, même, le petit déjeuner, on mange encore du riz. Les vermicelles du riz, les nouilles de riz. C'est toujours du riz. C'est pour ça qu'on est des hybrités avec beaucoup de riz. Et à part des rizières, nous aussi beaucoup de cultures sur le verger. Par exemple, les oranges, les mandarines, des mangues, des ananas, des litchis, des bananes, des pamplemousses. On va goûter de temps en temps, chaque repas différent, parce que les mangues, je crois que c'est pas encore mûr, les litchis c'est encore dans un mois. Pastèque, il y en a. Il y a toujours de la pastèque, mais à Quy Linh,
on pourra changer un peu. Mais est-ce que vous en avez ras-le-bol? Mais à Cuilin, hein, je vais essayer, hein, parler avec le restaurant de changer. Hein, les ananas, hein, les bananes, hein, les mangues, pas tout à fait très mûres, hein, c'est le mois de mai. Les litchis et les mangues, c'est pour le mois prochain. Hein. Voilà, ça ce sont les deux mains, même dans les vergers, on peut aussi entrer dans le verger des pamplemousses, hein, voilà, les mandarines, les oranges, les kumquats. Hein. Vous connaissez les kumquats? Hein, les petits oranges. Ça, ce sont les fruits, hein, cultivés chez nous. Voilà. Ça, les fruits, les rizières, ils demandent toujours de l'eau, de l'humidité. Hein. Mais pour les gens qui travaillent toujours en pieds nus, dans l'eau, dans les rizières, avec les mains nues, les pieds nus, hein, c'est difficile, hein, pour eux, parce que ça attrape souvent les rhumatismes. Hein. Et pour prévenir les rhumatismes, la cuisine de Cuilin, c'est une cuisine très forte. C'est hyper pimenté, épicé. Pour nous aussi? Ah, c'est vous aussi? Non. Ah bon? Ah, nous, les gens, on aimerait manger beaucoup de piment à table avec la bouche brûlée. Ah, par le piment, par les... Hein. Mais n'ayez pas de soucis. Dans les restaurants, ce midi, ce soir, ah, j'ai déjà prévu les cuisiniers de ne pas mettre de piment trop dans les poissons, dans les poulets, dans les légumes. Hein. Mais on vous prépare simplement une petite sauce individuellement. Hein. À côté, si vous trouvez que là où le poisson, la viande est un peu fade, vous mettez un peu, hein, la sauce de piment, la sauce de soja. Mais notre cuisine, nous mangeons quelques spécialités que les autres provinces, les autres cuisines n'en ont pas. Ouais, par exemple, des escargots des rizières. Dans les rizières, on peut pêcher des escargots. Ce sont des gros escargots comme ça. Hein. On les pêche et après on met dans l'eau pour les dégorger pendant une semaine. Et on prend les escargots, on va les cuire dans une grande casserole avec des épices, comme les réclises, hein, les gingembre, les racines de ginseng, des menthes, hein, de l'ail, et des poivres, des Sichuan. Et on les mijote dans la casserole pendant environ 5 heures. Et on enlève les escargots. Et on tire la chair de les coquillages. Et après, on sépare les appâts. On prend la chair, on les coupe en petits morceaux. Et après, on mélange avec de la viande, avec des champignons noirs, du l'ail, et refarci dans les coquillages. Avant, justement, 10 minutes, un quart d'heure avant que les gens arrivent à table, on ressaute avec la sauce, avec le saké. Oui, et dans la casserole, et à table, hein, vous direz avec l'incurtant pour manger. Hein. Ça, c'est une spécialité de notre cuisine. Hein. Et après, il y a encore la carpe cuite à la bière locale. La carpe, le poisson. Hein. C'est ça, le poisson, la carpe. Hein. Et on utilise même les écailles. On les frite et grille dans l'huile de cacahuètes pendant 10 minutes en attendant que les écailles soient croustillants, croquants. Oui.
Et après, à côté, on prépare une sauce avec de la bière locale, en mettant du l'ail, de céleri, les tomates et aussi les poivres. Et après, on met le poisson, la carpe, dans la sauce, mijotée pendant 20 minutes. La viande est tendre, la peau est croquante. Ça, c'est une grande spécialité de notre cuisine. Et à part ça, vous allez trouver parfois manger des canards aux sauces de nèfles, en confiture de nèfles. Des crevettes d'eau douce flambées dans le saké. Et on fait nager les crevettes dans le saké à 60 degrés. Comment on va sortir de ça? Quand ils ont bu, et quand ils sont moitiément ivres, on allume le saké et ils sautent dans la flamme. Ils sont cuits dans la flamme. Et donc, à côté, on prépare encore une sauce accompagnée. Ça, c'est la cuisine locale, typique. Et ça sert aussi à prévenir les rhumatismes. Avec les épices, avec la bière, avec du saké. C'est bon à la fois à enrichir, surtout fortifier les messieurs. Attention, ça même, il y a les mêmes vertus que les aphrodisiaques. Et après, il y a toutes sortes de légumes. Les salades, les laitues, les blettes, les choux, toutes sortes de légumes dans les champs. Et à la fin, le dessert, et on mange souvent des châtaignes d'eau au caramel. Des châtaignes d'eau au caramel. C'est des châtaignes qui poussent dans la terre. Ou bien on fait aussi les tarots au caramel. Les tarots, ce n'est pas la carte à jouer. Ce sont comme les patates douces. Et il y a une grosse racine dans la terre. En haut, il y a une grande feuille, un tige, un feuille comme les lotus. On trouve la racine dans la terre et on fait au caramel. Ça, c'est aussi un très bon dessert. Parfois, on fait aussi les bananes au caramel. Donc, aujourd'hui et demain, je crois que vous pouvez en goûter de temps en temps. De temps en temps. Voilà, bien sûr. Avant ou bien après le repas, on peut toujours déguster du thé à l'osmanthus. Parce que tout à l'heure, je parlais que c'est un thé local.